Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre nouveau rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité, mais à la cool. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis le fondateur de Leeway. Et pour m'accompagner dans cette émission exceptionnelle, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Audrey Deléris et Pierre Landy. Audrey, Pierre, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci Thibaut. Et c'est parti pour la deuxième semaine. Merci Thibaut. Yes, alors vous avez compris, maintenant c'est votre rendez-vous tous les mardis et jeudis, donc à midi. Le thème, c'est très simple, on fait intervenir des personnes qui connaissent très bien leur sujet, donc comme aujourd'hui, qui vont nous parler de sujets juridiques. Chaque mardi, chaque jeudi, on a un invité qui vient et des sujets voilà, plus ou moins juridiques au fur et à mesure des semaines et selon les thèmes qu'on vous aura choisis. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder dès maintenant sur le site Legal Club Sandwich tous les événements qui vont arriver au cours des prochaines semaines. On en a déjà préparé pas mal. Voilà, ça vous donnera une idée de ce qui vous attend. Et pour l'instant, on a décidé, confinement, pas confinement, nous ne sommes pas, c'est pas comme les gens qui ont lu ce qui se passait à Disney, qui ont tiré des conclusions. On a décidé, nous, qu'on continue jusqu'au 17 décembre. Donc, voilà, on n'a pas d'informations, mais on y va jusqu'au 17 et on a le programme jusqu'à fin novembre. Voilà, un message d'espoir, Pierre. Merci pour ça. Audrey, Pierre, je vous laisse vous présenter. Ok, alors je commence. Donc Audrey Deléris, je suis dans le recrutement juridique et fiscal depuis 11 ans et depuis plus de 10 ans chez Fed Legal, donc juriste de formation. Maintenant, je les recrute et j'ai eu, au-delà de mon métier de chasseuse de tête, grand plaisir à co-créer avec Pierre ici présent le premier réseau de juristes dans la tech et start-up il y a 1 an et demi. Et nous sommes près de 250 aujourd'hui. À toi, Pierre. Merci. Pierre Landy, je suis donc aujourd'hui avocat et à la fois consultant. Avocat dans le cadre d'une alliance d'avocats composée d'ex-Yahoo uniquement qui étaient dans mon équipe. On est présent en Italie, Allemagne, UK, France. Et voilà. Et on fournit des services à l'intention principalement des sociétés de la tech. Et puis moi, maintenant, je m'occupe aussi de faire de l'executive mentoring. J'accompagne des directeurs juridiques dans la tech, mais pas que, dans leur rôle de directeur juridique pour qu'ils performent et qu'ils soient au taquet. Voilà, ça c'est pour moi. Et donc aujourd'hui, pour présenter l'émission, donc on va parler d'un thème qui personnellement me plaît beaucoup parce qu'on en entend parler de plus en plus depuis maintenant des mois, voire des années. On a la chance d'accueillir avec nous donc Marie Potel-Saville qui nous fait l'honneur de participer à cette troisième émission. Marie, tu es passée par des cabinets d'avocats prestigieux à Londres, à Paris. Tu es aussi passé par des groupes comme Estée Lauder ou Chanel. Et puis, tu es la fondatrice donc d'Hammurabi, une agence d'innovation juridique par le design. Exactement. Merci Thibaut pour cette invitation. Je suis ravie. Ça me sort de ma journée de télétravail. C'est vraiment très sympa. Merci. Bon, c'est le but. On est tous dans le même bateau, j'ai l'impression. Peut-être pour commencer, sur ce sujet, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la discipline, c'est-à-dire le legal design? Oui, bien sûr. Tu as raison de dire qu'on en entend beaucoup parler. Il y a ce côté un peu buzzword. Et finalement, c'est important de revenir aussi aux sources, à l'essentiel, qui est que dans legal design, le mot important, c'est design. Et le design, nous, on aime bien d'ailleurs sortir un petit peu de cette expression legal design pour s'attacher plutôt à l'innovation juridique par le design. Et pour nous, en fait, ça signifie le centrage du droit sur l'utilisateur. Donc, c'est une méthode d'innovation
qui, en partant des besoins de l'utilisateur, de son profil, de son parcours utilisateur, va permettre de rendre les documents juridiques et les processus juridiques réellement accessibles, actionnables et engageants. J'insiste un peu sur le mot actionnable parce que finalement, ma pratique et cette agence, elle est née aussi d'une certaine forme de frustration de mon côté quand j'étais en entreprise, tu l'as rappelé. J'y ai passé un peu plus de 4 ans. En dernier lieu, j'ai été directeur juridique et finalement, dans ma propre direction juridique, je me rendais bien compte que le droit n'avait pas, dans mon entreprise, en tout cas, le droit ne trouvait pas l'écho qu'il méritait et la place assez stratégique qu'il méritait. Donc, je cherchais des façons de rendre les contrats, mais aussi les processus réellement actionnables, puisque ça n'a aucun sens de passer des mois à négocier des contrats avec des avocats aux besoins très chics et très chers, si ensuite ça dort dans un placard. Donc, c'est vraiment l'idée de redonner au droit la place stratégique qu'il mérite et surtout de répondre aux besoins des utilisateurs. Ok. Et c'est un sujet qui est présent partout, qui est très répandu, ou alors c'est que le début, si on parle du legal design à proprement parler? Ça dépend un peu de quel point de vue on se place. Moi, évidemment, voilà, je baigne dedans et puis on a la chance d'être très sollicité par beaucoup de clients qui ont déjà un peu mûri leur réflexion sur ce sujet et qui donc viennent à nous avec déjà des projets pas complètement ficelés, mais en tout cas, ils ont déjà une bonne idée de ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a à la fois un immense travail qui a été fait depuis Stanford, depuis 2014 avec Margaret Hagan, qui, du point de vue académique, a vraiment construit cette démarche, l'a théorisée et l'a partagée avec une générosité immense. Je ne peux que encourager d'ailleurs tous nos auditeurs à aller regarder son site. Donc, ça s'appelle Legal Design Lab à Stanford et voilà, c'est vraiment extrêmement clair, c'est extrêmement illustré aussi. Donc, il y a tout ce travail académique qui a été fait de façon intéressante. Depuis 2-3 ans, il y a aussi beaucoup d'agences de legal design qui se sont créées. Donc, il me semble que ça gagne en impact. Moi, je prends aussi quelques points de repère. Par exemple, depuis cet été, on a la chance de travailler avec l'ENM, donc l'École nationale de la magistrature, qui est venue nous voir sur une question d'ingénierie pédagogique à destination des magistrats, bien sûr, et comment le design, et le legal design en l'occurrence, pouvait mieux armer les supports pédagogiques pour les magistrats pour que justement, en particulier dans cette phase de surcharge d'informations, on va y venir, les magistrats puissent absorber en fait cette énorme dose d'informations et puissent avoir leur point de repère absolument indispensable pour rendre une justice de qualité. Donc ça, moi, je le prends, alors évidemment, c'est un prisme, hein, mais je le prends quand même comme un signe extrêmement encourageant, puisqu'en général, hein, la question qu'on nous pose très souvent, c'est « Ah oui, mais alors, oh là là, vous changez des templates, vous sortez des templates et vous changez complètement la rédaction. Oh là là, mais qu'est-ce que vont en penser les juges ?» Là-dessus, on a donc d'une part la réponse de l'ENM et puis par ailleurs, on est en train de publier une série d'épisodes sur ce sujet. Il y a énormément de difficultés. Il y en avait déjà avant le confinement, mais il y a énormément de difficultés côté masse de travail pour les magistrats, bien sûr. Les études se suivent et se ressemblent sur ce sujet, et à tel point que certaines juridictions affirment ne pas être en mesure de pouvoir lire plus de 30 pages, par exemple. Mais Marie, ça a été perçu comment quand tu as envoyé ça aux magistrats? Enfin, quelle a été la réaction quand ils se sont retrouvés face à des documents un peu transformés ou une autre approche? Enfin, ça a été quoi la réaction à l'ENM? Alors, à l'ENM, ils étaient vraiment demandeurs et leur public, c'est-à-dire les magistrats professionnels, sont complètement en demande de cela aussi, puisqu'ils font face, comme tous les utilisateurs, hein, à la fois cette surcharge d'informations et puis ce temps toujours plus limité, hein, c'est faire toujours plus avec toujours moins. Donc, c'est vrai que nous, on a été très agréablement surpris par les retours que l'on a eus durant l'atelier. Il y a eu vraiment un enthousiasme. Alors,
voilà, ça ne veut pas dire que tous les magistrats en France sont complètement pris dans cette démarche-là. Pour autant, on travaille depuis déjà 1 an et demi sur des gros contentieux, alors dont on n'a pas le résultat parce que les affaires sont toujours en cours. Donc, je ne peux pas directement répondre à ta question, Pierre, mais on a designé des conclusions, par exemple, avec de la visualisation d'arguments juridiques assez complexes, de la visualisation de data aussi qui pouvait aider, et puis une attention particulière au fait de donner de l'oxygène mental aux juges. Concrètement, si on prend des conclusions, par exemple, le legal design, ça peut se traduire comment dans les conclusions? Ça va être quoi? Ça va être des graphiques, des infographies pour expliquer un problème compliqué. C'est ça l'idée? C'est-à-dire que tu vas avoir l'argumentation juridique, mais tu vas vouloir illustrer certains points avec des trucs, des dessins, des visuels. C'est ça l'idée? Alors, il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est la mise en page globale du document. Face à ce problème aussi de surcharge d'infos, il y a un besoin d'aérer, de donner cet oxygène mental. Et ça, pour ça, le design, la typographie, c'est un outil extraordinaire. Donc, on peut aller chercher de la mise en page avec plus d'aération. Et puis, par exemple, une navigation facilité entre les éléments juridiques, les arguments, et puis les éléments de preuve, par exemple. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, des liens cliquables entre l'argument, la citation, et puis le juge clique et peut immédiatement aller à la pièce correspondante pour vérifier l'argument. Donc ça, c'est le premier niveau, je dirais. C'est de l'expérience utilisateur pour les magistrats avec de la mise en page et une navigation facilitée. Il y a un deuxième niveau, comme tu le dis, de visualisation. Et là, on peut aller à la fois sur des choses assez évidentes, comme des lignes de temps. La chronologie des faits, c'est toujours… il peut y avoir des cas assez complexes où c'est très important. Et puis, on peut aller sur des choses un peu plus sophistiquées, un peu plus stratégiques aussi. Typiquement, la visualisation des arguments quand il y a des raisonnements assez compliqués. Moi, à la base, je suis une avocate concurrence. Donc, il y a toutes sortes de concepts, typiquement effet de ciseaux tarifaires, ce genre de choses assez complexes qui se prêtent extrêmement bien à la visualisation. D'ailleurs, petit tour de table entre nous, qui n'a pas déjà fait un petit schéma pour, dans son propre esprit, clarifier un raisonnement juridique avant soit de l'exposer à une équipe, soit d'aller en audience. Super, je vois totalement. Effectivement, non, mais c'est vrai que plein de fois, dans des contrats, je me vois en train de dire, mettons un exemple, parce que la formule est tellement compliquée, et c'était l'ancêtre du legal design in the good old days, d'essayer déjà de mettre un exemple concret, et là, effectivement, le visualiser dans des conclusions, etc., je trouve que c'est top. Thibaut? Alors, une précision importante peut-être, parce qu'on n'en a pas encore parlé, le legal design, ça se fait avec des designers, dont c'est le métier justement, de rendre accessible la complexité et avec un premier niveau qui est le graphisme, mais il y a beaucoup d'autres niveaux dans le design. Il y a le design de service, il y a le design UX évidemment qu'on connaît tous, jusqu'au design stratégique. Et c'est vraiment essentiel d'être dans cette coopération, puisque c'est de cette collaboration entre juristes et designers que naît la valeur réellement que l'on arrive à produire. Ou pas, versus prendre 2 icônes, mettre 3 couleurs et bizarrement ne pas régler les problèmes des utilisateurs. Justement, à ce niveau-là, on a une question, Marie, de Stéphanie à l'instant. Bon, je me propose de rebondir dessus. Qui te demande si tu as déjà été sollicité par des avocats qui gèrent des dossiers en arbitrage, que ce soit au niveau national ou international. Alors, pas encore en arbitrage, ça nous est arrivé dans 2 dossiers contentieux qui étaient devant les juridictions, des juridictions françaises, de droit commun, et puis également une action de groupe, donc toujours juridiction de droit commun, pas encore en arbitrage, mais on pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce domaine, en effet. Donc, c'est peut-être une occasion qui va se présenter. Ok. D'ailleurs, tes clients, excuse-moi, Marie, c'est plutôt justement des avocats
C'est plutôt des directions juridiques, c'est plutôt des magistrats ou c'est all of the above? Alors, c'est un peu tout ça. C'est vrai qu'en majorité, ce sont des juristes qui viennent à nous, donc plutôt des juristes en entreprise. Le profil de nos clients, ça va surtout être des directions legal ops, des directions de la transformation de la DG, qui sont justement en charge de transformer la pratique du droit et qui se rendent bien compte que ce n'est pas forcément en empilant les outils qu'on va y arriver, c'est au contraire en se recentrant sur les besoins des utilisateurs. Donc, c'est vrai qu'on a aussi des directions de l'innovation qui n'est pas l'innovation juridique en tant que telle, hein, mais on a des directions de l'innovation qui viennent nous voir en partenariat avec des DJ. On a pas mal de labos d'innovation aussi. Côté avocat, c'est très vaste. C'est plutôt des gros cabinets pour l'instant, mais je pense que c'est un peu lié à mon parcours. C'est des gens qui voient un peu que j'ai passé une petite dizaine d'années chez Freshfields à la Newbery et qui se reconnaissent un peu là-dedans. Les magistrats, donc c'est assez récent, mais on s'en félicite vraiment. Et puis, c'est une très chouette collaboration. Et puis, pas mal de collaborations académiques aussi, parce que je t'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire un master à l'ENSI, qui est une école de design à Paris. Donc, j'ai fait un master qui s'appelle Innovation par le design. J'ai été diplômée au début de l'année et dans ce cadre-là, en fait, j'ai fait 18 mois de recherche pour rédiger ma thèse professionnelle. Et cette activité de recherche pendant 18 mois, j'ai vraiment adoré. Donc là, ça y est, j'ai soutenu ma thèse, c'est fini, mais je continue, je ne peux pas m'en empêcher en fait. Donc, j'ai pas mal de collaborations académiques et puis j'enseigne un peu aussi à Singapour, à Sciences Po et à Assas depuis très longtemps avec notamment Stéphane Baller qui m'a fait confiance depuis très longtemps. Voilà. Ok, moi justement, on parlait un petit peu de tes clients. J'avais une question là-dessus. Est-ce que le legal design, tu vois, c'est réservé uniquement à des grands groupes si on parle juste des juristes d'entreprise? Ou alors tout le monde peut s'y mettre un petit peu à sa façon? Je pense à nos auditeurs là qui ne font pas forcément partie de très grosses boîtes du CAC 40, qui n'ont pas forcément du coup les budgets qui vont avec. Est-ce que chacun à sa manière, on peut déjà commencer à faire un peu de legal design? Alors, ce qui est hyper important à comprendre, c'est que ce n'est pas du tout une question de budget, ça n'est qu'une question d'état d'esprit. Et je crois qu'il faut un peu casser ce mythe du grand groupe avec des budgets pharaoniques. Je vais vous raconter juste une toute petite anecdote perso. Moi, mon premier projet de legal design, c'était dans ma propre direction juridique chez Estée Lauder à l'époque. Donc, moi, j'étais VP Legal EMEA et j'avais certes un gros budget pour les avocats, mais j'avais zéro budget pour innover. Petit problème managérial au passage, mais voilà. Toujours est-il que j'avais zéro budget. Et en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'avais vraiment des problèmes à résoudre. J'avais des templates de contrats qui venaient des États-Unis qui étaient absolument pas adapté à la digitalisation du business qui était le mot d'ordre au sein de la région. Donc, j'avais, je sais pas, 50 ou 80 pages de contrat pour à peu près n'importe quoi, y compris un simple contrat d'influenceur que, évidemment, aucun influenceur n'allait lire en format Word envoyé par mail, c'était sûr. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment plongée tout simplement dans le site de Margaret Egan. Encore une fois, il est extrêmement généreux. Elle est extrêmement généreuse. Elle a un peu fait tout le boulot pour nous en sélectionnant, non seulement en théorisant bien sûr cette approche, mais aussi en sélectionnant les outils en ligne gratuits, complètement gratuits et très faciles à utiliser qui peuvent permettre de commencer justement. Et moi, mon premier projet, je l'ai fait comme ça. Alors, complètement en mode amateur, complètement en mode moyen du bord. N'empêche que ça a super bien marché. Alors, je suis partie de ma zone de confort. C'est-à-dire que, voilà, je suis une avocate de concurrence. J'ai fait du legal design sur une formation compliance en droit de la concurrence. Donc, je me suis reposée sur mes appuis techniques, on va dire. Et j'ai fait ce projet avec vraiment des moyens du bord. J'ai pris une graphiste à l'époque, je crois que c'était 1 500 € et j'ai pris ça sur mon budget voyage parce qu'on était sous travel ban, mais j'avais quand même un petit budget voyage, donc j'ai fait ça comme ça. Et avec évidemment beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement et pas mal d'heures passées sur le site de Margaret Egan, plus l'aide de cette graphiste, on a eu un premier résultat que moi j'ai trouvé assez bluffant parce que à l'issue de cette formation que j'ai donnée donc aux VP de ma région, les VP de la trentaine de marques qui étaient mes clients,
il y en a 2 qui sont venus toquer à ma porte pour me dire « Oh là là, mais je ne savais pas que ça pouvait être comme ça, le droit. Est-ce que tu peux former mes équipes ?» Et là, franchement, moi, j'ai été super étonnée parce que j'ai passé 10 ans en cabinet, 4 ans en entreprise. Très franchement, personne ne m'avait jamais demandé plus de formation compliance. Ça n'existe pas. Ça n'arrive pas. Tu peux être ultra sympa, ultra pédagogue, tout ce que tu veux danser sur les tables. Personne ne t'en demande davantage. Donc là, je me suis dit, OK, il se passe un truc. Du coup, j'ai un peu mieux préparé mon coup pour le projet d'après. J'ai demandé un petit budget justement au Digital Officer avec qui j'ai fait équipe à ce moment-là. On a trouvé peut-être, je ne sais plus, c'était 10 ou 12 000 euros, quelque chose comme ça, pour faire un deuxième projet et puis un troisième. Et voilà, mais je pense que vraiment, le plus important, c'est l'état d'esprit. Et puis, un petit truc que je partage, parce que justement, dans les startups ou même dans les entreprises de taille moyenne, sans que ce soit des startups, mais allez voir si vous n'avez pas des designers en interne. Vous pouvez avoir des designers UX, vous pouvez avoir des designers de services, des designers produits. Et très souvent, ils sont à l'affût aussi de la nouveauté. C'est des gens curieux, hyper collaboratifs par définition. Et vraiment, allez les voir parce que si ça se trouve, en quelques heures de collaboration, ne serait-ce qu'en brainstormant, vous allez déjà avoir quelques idées et un peu de sketching, limite, voilà, comme ça à la main. Et c'est déjà suffisant. Si, encore une fois, vous avez cet état d'esprit d'aider vos utilisateurs, je crois que si je devais le résumer en un mot, ce serait avoir envie de donner des clés de compréhension à vos utilisateurs, leur donner des moyens, c'est vraiment cette notion d'empowerment, leur donner des moyens de comprendre par eux-mêmes et surtout d'agir par rapport à l'information juridique qui leur est délivrée, sans avoir systématiquement à revenir à la DJ. Et puis évidemment, la DJ est là ou l'avocat est là en cas de difficultés particulières, d'orientation stratégique à donner, bien sûr. Mais ça n'enlève rien aux compétences des juristes et des avocats, au contraire. Et Marie, justement, ce que j'ai l'impression de lire entre lignes, c'est que c'était même gratifiant pour toi, justement, en tant que juriste à l'époque, de pouvoir faire passer un message aussi positivement, en fait. Exactement, c'est gratifiant et au-delà de cette gratification, parce que voilà, les questions d'ego, c'est pas forcément, ça doit pas forcément driver tous nos choix. Mais moi, j'ai vraiment ressorti une vraie satisfaction, c'est-à-dire que voilà, il y a des vrais problèmes à régler pour les utilisateurs. Finalement, il y a plein de pain points côté utilisateur, mais aussi côté juriste et avocat. Et il y a une vraie satisfaction à régler ces problèmes de façon collaborative et pluridisciplinaire. Moi, ça m'a un peu réconciliée avec ce job. Je te cache pas, Audrey, et peut-être que ça fait écho à certaines personnes que tu as pu croiser dans ton métier, je te cache pas qu'au moment d'une expatriation de mon côté, je m'étais un peu posé la question de peut-être changer de métier. Et puis je me suis dit, mais non, j'aime trop le droit, j'ai pas envie de complètement changer de voie. Et finalement, alors c'est personnel, hein, mais cette approche de l'innovation juridique par le design, ça m'a permis justement de continuer à aimer le droit autant qu'avant et à le pratiquer différemment, ce qui est juste assez canon en fait au quotidien. Merci Marie. Je me posais la question, d'ailleurs, je vois au passage les interventions de Florence, de Evaneos et de Thomas, qui est chez Yubo, d'ailleurs, je leur passe un petit coucou, qui nous disent qu'eux, ils ont démarré, par exemple, le legal design en tentant de simplifier les règles de plan de BSPCE ou des contrats, par exemple. Ouais. Est-ce que il y a j'ai envie de dire, des quick wins, pardon pour l'anglicisme, pour démarrer, c'est-à-dire des sujets où voilà, on doit obligatoirement passer, ou est-ce que c'est vraiment particulier à chaque boîte? Alors, je pense que, moi j'ai tendance à me méfier un peu des recettes toutes faites parce qu'encore une fois, toute la valeur de cette méthode, c'est le centrage utilisateur. Donc, s'il y a un quick win, c'est d'aller parler aux utilisateurs et déjà de les définir. Hein. La première chose à réaliser quand on est juriste, c'est que les mémos que l'on crée, les contrats que l'on rédige, ils sont pas destinés à la database. Il y a des gens derrière qui vont idéalement les lire et les utiliser. Et donc, ne serait-ce que
au contact. Il y a notamment un truc tout simple. Hein. Bon, nous, on fait des ateliers utilisateurs un peu construits, mais même avant ça, il y a un truc tout simple, c'est que la plupart des gens, juste, aiment bien pouvoir exposer leurs difficultés, qu'est-ce qui est compliqué pour eux, qu'est-ce qui coince. Alors, ce n'est pas le bureau des plaintes, hein, mais juste, ce n'est pas une question qu'on leur pose souvent. Et je pense que, moi, je connais, j'ai aucun exemple où un juriste est allé à la rencontre comme ça de ses clients internes en disant, au fait, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui est difficile pour vous, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui prend trop de temps. Je n'ai aucun exemple où les personnes sollicitées n'ont pas souhaité répondre. Donc vraiment, le quick win, le premier, c'est cette empathie avec les utilisateurs et d'aller au contact. Le deuxième, c'est d'aller trouver les designers là où ils sont, chez vous, en interne. Éventuellement, ça peut être des designers freelance. Si votre entreprise passe par des plateformes comme Malte assez régulièrement, vous pourriez peut-être vous glisser dans un projet. Il y a peut-être quelques heures dans un projet où vous pourriez bénéficier d'un designer. Et puis, alors, ce n'est pas vraiment quick, mais il y a évidemment la question du langage juridique clair. Alors, pour être honnête, c'est des années de pratique pour arriver à dire exactement la même chose sans jargonner et en sortant de finalement tout ce qu'on nous a appris à la fac. Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est à la fois sortir du jargon et en même temps se reposer totalement sur ses appuis techniques. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est parce qu'on est super solide sur notre technique contractuelle, par exemple, qu'on arrive à sortir du jargon et à rendre des clauses beaucoup plus claires. Ça, c'est une méthode qui vraiment prend du temps, très honnêtement. C'est beaucoup de pratique, c'est un peu de pratique tous les jours d'ailleurs, sinon les vieilles habitudes reviennent. Mais il y a des quick wins, comme par exemple la voix active, l'utilisation des pronoms personnels. On n'est pas obligé, il n'y a aucune loi dans un contrat qui dit que la partie A doit s'appeler the party ou the client ou the company. Ça peut être us and you. Je ne sais pas pourquoi je le fais en anglais d'ailleurs, mais peu importe. Voilà, il y a des choses simples comme ça, les verbes d'action en premier, des phrases courtes. Et encore une fois, l'état d'esprit d'avoir envie. Moi, je donne souvent cet exemple dans nos ateliers de formation. Essayez de le phraser comme si vous vouliez expliquer cette clause à votre meilleur ami. C'est votre meilleur pote, c'est absolument indispensable qu'il comprenne cette clause et qu'il sache quoi faire après l'avoir lu dans la pratique, comment vous le phrasez. Et puis après, vous vérifiez que dans ce nouveau wording, vous n'avez rien oublié, que ça dit bien la même chose, vous vérifiez que c'est bien la même portée juridique. Voilà quelques exemples. Ok. Il y a des choses à ne surtout pas faire. Ah, pardon. Vas-y, pardon, Pierre. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Lisa. Elle dit ne pas se décourager, commencer par petit. L'accueil très positif des autres départements va nourrir la motivation. Et elle te remercie peut-être pour ça. Enfin, tu vois les commandes comme nous, mais c'est vrai que je pense que là, effectivement, quand on reçoit le côté positif des autres départements, du coup, ça encourage à faire plus. Mais du coup, tu viens de nous dire ce qu'il fallait faire. Je vais peut-être te voler la question, Thibaut, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas se jeter sur des outils de visualisation, appelons-les comme ça. Il y a des choses très chouettes qui sont en ligne sur un modèle freemium, donc voilà, très accessible. Ce serait, à mon sens, une erreur de se jeter sur ces outils-là sans avoir adopté l'état d'esprit. Encore une fois, c'est essentiel d'avoir envie de donner des clés de compréhension. La visualisation, c'est vraiment qu'une toute petite partie, en fait, du legal design. C'est une dimension importante, mais c'est loin d'épuiser le sujet. Et pour donner une autre anecdote, on a été contacté il y a quelques semaines pour designer un assez gros contrat qui était très technique, très jargonneux. Et en fait, on n'avait pas le droit de changer le wording. Donc, le client nous a dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez de la visualisation. D'ailleurs, on veut un petit pilote sur 2 pages de ce que vous pourriez faire, mais vous ne pouvez pas changer un seul mot ni une seule virgule. On a bien regardé et on a décliné le projet. Parce que pour nous, ça ne peut pas être de l'empowerment des utilisateurs que de leur faire un joli paquet cadeau
hein, avec de la visualisation dans tous les sens, des icônes, des couleurs, un peu de mise en page, hein, super. Et puis, de rester avec ce même jargon qui nuit de toute façon à la compréhension et à l'action. Donc voilà, pour moi, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors après, chacun, enfin, il y a sûrement des gens qui ont fait ça et peut-être qu'ils peuvent en parler et que c'est bien quand même, hein, mais en tout cas, nous, ce n'est pas notre approche. Ok. Bon, merci Marie pour cette introduction au legal design. On va y revenir après. On va bientôt passer aux chroniques d'Audrey et Pierre que vous connaissez maintenant. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions, soit dans le chat, soit dans la partie questions-réponses. On y viendra à la fin du talk. Bon, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, donc franchement, merci Marie déjà pour ça, ça donne envie. Si vous voulez contacter Marie, n'hésitez pas aussi. On fera circuler son mail et puis sinon, vous pouvez aller sur le site de Hammurabi directement. Pierre, on lance les chroniques. Le moment qu'on attend tous, que vous attendez tous, c'est nos jingles. Et d'abord, le jingle d'Audrey, c'est parti. J'adore ton jingle, Audrey. Moi aussi, je l'adore. Merci, Pierre. Du coup, avec Marie, on a parlé de gagner en impact et je me suis posé la question si on ne pouvait pas justement gagner en impact aussi grâce au legal design, si on appliquait ça au CV. Et en tant que recruteuse, je lis énormément de CV et je pense que vous ne vous doutez pas, excusez-moi, à quel point j'en lis. Donc, comment gagner un impact? Et c'est toujours bien de revenir encore une fois sur les fondamentaux. Donc, j'ai décidé de revenir là-dessus et vous donner quelques conseils. Les conseils. Alors, première chose, on pense, comme tu l'as dit, Marie, à l'expérience utilisateur. L'utilisateur de CV, c'est qui? C'est les recruteurs, qu'ils soient directeurs juridiques ou directrices juridiques fiscales, RH ou cabinet de recrutement. Et comme on en voit beaucoup, on veut que vous soyez impactant, donc soyez-le. Concrètement, comment on fait? On met un titre à son CV. On évite de mettre son nom en premier parce que peu importe qu'on s'appelle Thibaut, Pierre, Marie ou Audrey, le principal, c'est ce que vous voulez faire. Donc, que vous vouliez être responsable juridique, juriste corporate ou autre, mettez-le en premier. Juste en dessous, je vous encourage à mettre votre nombre d'années d'expérience, les langues parlées. Si vous êtes disponible tout de suite, mettez-le. Et aussi, si vous êtes mobile à l'autre bout de la France ou dans un pays un peu exotique ou autre, mettez-le aussi. En fait, il faut que le recruteur ait en très très peu de temps, en quelques secondes, toutes les informations qui vous concernent tout au début du CV. Ça paraît logique, mais c'est bien de le rappeler. Deuxième chose, les phrases rédigées, on oublie. Vraiment, ça ne nous intéresse pas trop. Tout ce qu'on veut, nous, en tant que recruteur, c'est voir en très peu de temps les mots-clés. Et ce que vous faites. Donc, les gros paragraphes qui font 15 lignes, un gros pavé, on n'en veut pas. Donc, on va à l'essentiel. Ça doit être light, ça doit être digeste, s'il vous plaît. Ensuite, les dates, évidemment, on veut savoir si vous avez été juriste corporate en 94, en 72 ou en 2020. Donc, mettez-le. Et petite info que j'aime bien, moi, conseiller à mes candidats, c'est mettez la durée de vos expériences. Ça permet, encore une fois, de nous mâcher le travail. C'est surtout valable pour des juristes en début de carrière ou des juristes qui ont accumulé plusieurs expériences. C'est quand même plus intéressant pour nous et plus facile, surtout, de calculer. Donc, mâchez-nous le travail, s'il vous plaît. Et enfin, Marie, tu en as beaucoup parlé, la présentation. Alors, il est vrai que le juriste n'est pas forcément réputé, et je me permets de le dire parce que j'en vois tous les jours et que je suis juriste de formation, les juristes ne sont pas réputés pour être les plus fun, c'est vrai. Donc, on peut s'autoriser quelques petits excès, mais alors vraiment, il ne faut pas trop non plus sur les CV. Donc, quelques couleurs, pourquoi pas, mais avec parcimonie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, nous, on passe très peu de temps sur un CV, moins de 30 secondes, voire moins de 10 secondes, et certaines études parlent de 6 secondes. Je sais, vous avez passé des heures sur votre CV. Désolée, on ne passe pas beaucoup de temps dessus. Donc, soyez impactant, rendez-le clair, lisible, digeste, et pensez à nous, recruteurs, pour qu'on puisse vous rappeler et nous donner envie. Merci. À toi, Pierre. Merci Audrey. Écoute, on va suivre ces conseils. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un CV, mais je pense que le mien aurait besoin d'un peu de legal design quand je t'entends. On va écouter mon jingle. Alors, le mien a la particularité, Marie, qu'on peut taper dans les mains à un moment, tu vas voir. Donc, on compte sur toi. Mes deux acolytes le savent. C'est parti. Ça arrive là. Non, mais les amis, vous ne me suivez pas. Voilà. Voilà, ça c'est fait, merci.
Alors moi, je me suis dit, voilà, vous savez, j'essaye toujours de prendre un petit côté un peu déjanté, décalé sur les choses. Et je me suis dit, voilà, je vais prendre 3 produits qui existent. Je vais faire celui qui n'a absolument rien compris au legal design parce que c'est beaucoup plus une question de design, ce dont je vais vous parler qu'aujourd'hui. Alors après, je me suis intéressé par exemple à la boîte de Doliprane, vous voyez, qui indique douleur et fièvre. Lorsqu'on lit les instructions du Doliprane, on peut voir le surdosage peut également entraîner une pancréatite, une hyperamyclasémie, une insuffisance rénale aiguë et un problème de sang dans lequel les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sont tous réduits. La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée. Là, je pense que Doliprane doit totalement revoir son design parce que s'il y a bien un moment où on prend du Doliprane, et c'est justement quand on a pris de la consommation de boissons alcoolisées, c'est justement le moment. Donc moi, je pense que je réécrirais, vous voyez, sur le rouge, je mettrais excès et alcool plutôt que douleur et fièvre. Enfin, ça, c'est un truc personnel. Alors après, j'ai pensé à un deuxième exemple, c'est le Nutella. Le Nutella, voilà. Alors là, j'ai lu la composition aussi. Sucre, huile de palme, 13% de noisettes, lait crémé 8,7, lécithine, vanilline. Mais alors après, il y a des choses qui sont un petit peu plus cachées, mais vraiment cachées, hein. Il faut vraiment le lire là dans le tableau, je ne sais pas si on voit bien, là ici. Pour 100 grammes, matière grasse 30,9, glucides 57,5, dont 56 de sucre. Bon, c'est écrit en tout petit. Je pense que ça serait bien mieux d'avoir écrit, au lieu de pâte à tartiner aux noisettes et au cacao, la 4e cuillère est-elle vraiment nécessaire? Voilà, c'est un petit peu ce que je me suis dit. Et enfin, la dernière chose que j'ai regardée en parlant de design à complètement repenser, c'est l'iPhone. Décidément, je n'y arrive pas. Voilà, devant moi, m'a dit Audrey. Voilà, l'iPhone avec mon chien d'ailleurs sur le fond d'écran. Alors là, il y a écrit les batteries de téléphone, comme toutes les batteries rechargeables, sont des composants sujets à l'usure qui perdent leur efficacité au fil du temps. Une capacité plus faible peut réduire le nombre d'heures. Bon, vous savez que parfois sur votre iPhone, il y a écrit batterie 10%. Je pense que ça serait bien plus efficace pour iPhone d'indiquer quelque chose du type retiens bien le digicode de ton match Tinder, il te reste 10% de batterie. Voilà, moi, c'est un petit peu comme ça que je ferai les choses. Enfin, en tout cas, voilà ma vue sur le design, à défaut de legal design. Et j'espère que les fabricants d'iPhone, de Nutella et de Doliprane m'ont écouté. Je suis sûr qu'ils vont faire fortune s'ils écoutent mes conseils. Merci. Pierre, ça, c'est du centrage utilisateur. Je retiens surtout le dernier conseil, très impressionnant, très centré utilisateur. Quels sont les besoins de… Quels sont les besoins? Voilà, ne pas rater ton match Tinder, essentiel. À toi, Thibaut. Merci Pierre, c'est toujours aussi facile de rebondir après ta chronique. J'espère que la chronique de Pierre et celle d'Audrey vous plaisent, hein. Ils font beaucoup d'efforts, ils travaillent toute la semaine pour vous, donc dites-leur ce que vous en pensez dans le chat. On a tout de suite une question, je crois que tu as notée, Audrey, c'est ça? Oui, c'est Sidi qui la pose. Et bonjour Sidi, parce qu'on te retrouve du coup depuis la semaine dernière. Donc merci. Salut Sidi. Bonjour Sidi. Du coup, il explique qu'en cette période de Covid, dans laquelle les juristes sont constamment sollicités avec des deadlines serrés, certains pourraient être intéressés par legal design, mais ils se disent peut-être que ce n'est pas le moment. Donc, est-ce que tu as des conseils à donner à Sidi et aux autres juristes qui pourraient être intéressés, notamment en cette période? Ouais, bonjour Sidi, on se connaît un peu maintenant depuis quelques temps, mais oui, bien sûr. Alors, d'une part, ça prend pas forcément beaucoup de temps hein, d'aller toquer à la porte de son designer, même si on le connaît pas. Encore une fois, je pense que l'accueil sera très bon. Je serais étonnée du contraire. Et puis par ailleurs, moi le conseil que je donnerais, effectivement, si on n'a même pas la possibilité d'aller contacter des gens, puisque justement on est en télétravail, chacun chez soi, et que c'est un peu plus dur par mail ou par WhatsApp. Mais de prendre ne serait-ce que 5 minutes. Franchement, 5 minutes avant de répondre à un email ou avant de commencer à rédiger un document ou un contrat. 5 minutes pour se demander qui est son utilisateur ou qui sont les utilisateurs. Il y a évidemment plusieurs profils possibles. Qui sont-ils? Quelles sont leurs contraintes? Quels sont leurs besoins? Et puis, une question toute bête mais absolument essentielle. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce document, avec cet email là qu'on va leur envoyer, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ou avec ce contrat idéalement, est-ce que c'est est-ce que ça dort dans une database ou est-ce qu'on en fait quelque chose? Et armé de ces réponses, même en 5 minutes, on peut déjà commencer par exemple à orienter un email solution
Hein, donc, on dit exactement la même chose, mais au lieu de mettre toutes les tartines du raisonnement juridique que j'adore, hein, pas de méprise, mais on commence par la solution et puis après, on explique les chemins par lesquels on est arrivé à ça. Idem pour un mémo, idem pour un pas. Encore une fois, moi, je ne connais aucun texte de loi qui impose que les contrats soient incompréhensibles. Plutôt l'inverse. J'ai rédigé un article récemment sur le langage juridique clair et je me suis intéressée du coup aux fondements juridiques. Et à cette occasion-là, je me suis rendu compte que le principe de clarté de la loi, en fait, c'est un principe à valeur constitutionnelle depuis 1999. Donc, ce n'est pas exactement nouveau. Et c'est complètement fondamental et c'est une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel depuis donc un certain nombre d'années. Bon, armé de ça en tête, par exemple, je pense qu'on pourrait tous rédiger un tout petit peu différemment nos différents écrits. Et justement, on a une question aussi de Stéphanie. Merci Stéphanie pour votre question, qui nous demande si c'est une question un peu de génération, le legal design. C'est-à-dire que est-ce que la nouvelle génération est plus encline à faire du legal design que les autres? Alors, c'est marrant. Bonjour Stéphanie et merci pour votre question. C'est marrant parce que nous, on le vérifie pas du tout, ça. Peut-être hein, qu'il y a quelque chose de générationnel, mais finalement, nous, dans les âges, si on peut faire des profils au sein de nos clients, ce n'est pas du tout les juniors qui viennent nous voir. C'est plutôt des gens qui, en fait, ont, de par leur expérience, se sont confrontés aux difficultés, au fait que voilà, il y a des contrats qui restent lettres mortes, il y a des process qui sont complètement incompris et ça crée des risques juridiques. Il y a des programmes de conformité sur lesquels tout le monde s'assied et évidemment, ça n'est pas une défense valable si on se retrouve devant une autorité. Et fort de toute cette expérience, ils viennent nous voir précisément parce qu'ils ont besoin de solutions pour que justement ces programmes de conformité et ces contrats soient bien mieux compris et surtout appliqués. Donc moi, je ne vois pas trop de questions générationnelles. Et puis alors, je partage une toute petite anecdote de mon expérience d'enseignante. J'avais été hyper surprise dans une formation que j'avais donnée il y a déjà 2-3 ans, je crois, donc dans une fac en France. Il s'agissait d'un niveau master, donc voilà, des gens qui avaient 22-23 ans maximum. Et quand j'exposais la technique du centrage utilisateur, qui est évidemment pas du tout, qu'on n'a pas du tout créé, hein, qui est juste l'essence du design depuis maintenant une bonne centaine d'années, un jeune homme s'était exclamé ah non, mais attendez, moi, je n'ai pas fait 5 ans d'études de droit pour me mettre au niveau de mes clients. Ça m'avait un peu surpris. Alors, si on était suivi une discussion avec le reste du groupe, tout le monde n'était pas d'accord avec cette prise de position, mais moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on leur met dans la tête à la fac de droit pour que des gens de 20 ans, 22 ans pensent comme ça? Franchement, c'est criminel parce que les gens qui pensent comme ça, ils sont déjà morts. Soyons clairs, quelles que soient les compétences techniques, un juriste qui raisonne comme ça n'a pas de boulot aujourd'hui. C'est pas possible. Donc là, j'en appelle aussi aux facs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Si cette réflexion est représentative d'un état d'esprit, ce que j'espère qu'il n'est pas le cas, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est le moment, c'est maintenant. Audrey, tu es en mute si tu veux poser une question. Il nous reste 3 minutes. Et rapidement, donc, une remarque de Géraldine, bonjour Géraldine, que je connais, que je n'ai pas vue depuis longtemps d'ailleurs, qui indique si c'est un principe fondamental, il serait peut-être utile d'en informer les législateurs. Donc Marie, tu as beaucoup de travail. Donc première chose. Je suis d'accord. Et une question en fait de Marina. Bonjour, ce sera la dernière question d'ailleurs. Oui. Pour ce qui est des emails et alertes envoyés aux opérationnels, mettre des textes en gras, souligner des encadrements avec des couleurs, est-ce déjà du legal design, pardon. Et comment peut-on encore améliorer notre communication juridique claire? Alors, pour ce qui est du terme design, hein, je crois que j'en ai parlé. Pour moi, le design ne se fait qu'avec des designers. Donc, dès lors qu'on est en train de faire des petits aplats de couleurs, mettre du gras, etc., ça n'est pas du design, mais c'est déjà du centrage utilisateur. Et en ça a déjà de la valeur et c'est le bon état d'esprit. Donc, c'est vrai qu'idéalement, on fait appel au travail d'un designer pour que ce soit
la seule solution pour que ce soit du design, c'est qu'on passe par un designer. Maintenant, en effet, ça peut complètement être une démarche valable, même si on n'a que 5 minutes, d'être déjà dans le centrage utilisateur avec des moyens du bord et en effet, mettre de la couleur, attirer l'attention. Encore une fois, dès lors qu'on est motivé fondamentalement par l'envie de donner des clés de compréhension et pas de briller, par exemple. Ça serait l'écueil potentiellement. C'est vraiment se mettre dans les chaussures de l'utilisateur et lui rendre service. On s'efface derrière les besoins de l'utilisateur. C'est vraiment ça le plus important. Merci Marie. Bon, on arrive à la fin de ce talk. J'espère que vous avez tous eu des petits conseils pratiques que vous allez pouvoir mettre en place à partir de demain. On sait que c'est une période qui est compliquée pour les juristes qui ont beaucoup de choses à faire, qui sont souvent au four et au moulin dans les entreprises, mais peut-être que on peut démarrer petit, se mettre à la place des utilisateurs, comprendre les problèmes des gens et puis mettre des choses en place qui vont, ce que j'ai compris pour toi Marie, nous permettre derrière d'avoir plus de liberté et d'avoir peut-être des projets aussi encore plus importants par la suite. Donc, en tout cas, merci Vas-y, je t'en prie. Non, et au final, plus de satisfaction dans sa propre pratique professionnelle. Moi, je crois que c'est ça que je retiens aussi. Résoudre les problèmes des utilisateurs, c'est aussi résoudre en partie la frustration des juristes dont je suis sûre qu'Audrey entend parler régulièrement. Tout à fait. Et dès jeudi, on va vous retrouver avec un sujet. Après le legal design, on va parler legal operations. Et donc, j'espère qu'on va vous retrouver nombreux. Et comme Thibault l'a dit au début, sur notre site legal club-sandwich.legal, j'ai moi-même du mal, vous allez trouver tous les talks jusqu'à fin novembre. Ils y sont tous et on a des invités exceptionnels qui arrivent. Et donc, on espère vous retrouver les mardis et le jeudi. Ouais, exactement. Jeudi, c'est Émilie Le Tocard-Calam qui a fondé Calam Consulting qui vient nous parler justement de LegalOps. Donc soyez nombreux et puis on se retrouve jeudi. Et faites passer à vos camarades. Allez, merci Marie, à bientôt. À jeudi. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bye bye.